Ouais, je voulais juste donner un mot, ça va un petit peu dans le même sens. En effet, nous on le sent bien sur le secteur de l'échange de produits et de services à travers le numérique, et c'est pas l'ubérisation. Je pense qu'il faut distinguer les deux choses. Ça donne la capacité à des entreprises de la région d'aller chercher un certain nombre de clients beaucoup plus loin et sur des territoires un peu différents. On voit l'évolution des échanges de données, des échanges de data qui grandit de façon massive de mois après mois, que ce soit sur le réseau mobile ou sur le réseau fixe. Nous, ce qui nous amène à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans cette proportion-là, on va doubler nos investissements sur le réseau entre 2015 et 2016. On va multiplier par deux, principalement sur la fibre optique. Et l'appétence qu'il y a derrière la fibre optique, elle est pour les entreprises, c'est sûr, mais la fibre était déjà présente pour les entreprises, mais elle est énormément présente. Ça va avec ce que disait Mohamed tout à l'heure sur le fait qu'il y a la multiplicité des travailleurs indépendants depuis leur domicile. Et aujourd'hui, les outils, les services et logiciels qu'on utilise nécessitent énormément de débit. Et donc voilà, le fait d'apporter de la fibre et de la technique permet aussi, avec cette nouvelle mode de travail, avec le développement donc, de ces travailleurs indépendants, de pouvoir les accompagner. Et ça, c'est un travail, on recrée le réseau comme on l'a fait dans les années 70. On va amener de la fibre, on vous l'amène jusque dans chaque appartement. Donc voilà, c'est un travail de titan. Et pour nous, 2016 sera une année cruciale, une année de développement fort. Et on ne fait pas que les grandes villes, on a même fait Châteauneuf-le-Rouge la semaine dernière. L'idée, c'est d'aller amener là aussi où il y a besoin de débit. Ok, Laurence, un petit mot. Allez-y en montagne, parce qu'on aime le ski aussi. Alors, en montagne, on fait la 4G. Moi, je voulais intervenir sur le numérique. D'abord, en effet, on a besoin d'avoir du débit parce que dans les centres AFPA, par exemple, on doit former de plus en plus. On a 30 titres maintenant qui sont sur le numérique. Le centre AFPA d'Avignon est centre national pilote. Et sur la partie aussi compétences RH, moi je voudrais dire, AFPA Transition s'occupe des transitions professionnelles. On a 2 territoires labellisés French Tech sur notre région. French Tech Avignon, qui était le premier territoire thématique, et puis Aix-Marseille. Et par exemple, sur le Vaucluse, nous on travaille avec les acteurs sur le référencement des compétences pour les start-upers du numérique, par exemple. On fait le lien avec la création d'entreprise, c'est un nouveau métier. On travaille aussi sur l'accompagnement RH des entreprises du numérique parce que certes, on a des compétences techniques, mais il faut aussi des compétences en matière transversale, fonctions transversales qui soient adaptées à ce type d'organisation de nouvelles sociétés. Et donc on travaille là-dessus pour accompagner à la fois les acteurs publics et les entreprises à cette évolution des métiers et des compétences RH nécessaires sur le territoire. Pardon, excuse-moi, j'en profite puisqu'on parle du numérique, je fais une aparté. Qui dit numérique, dit échange de flux. Qui dit échange de flux, sécurisation des données. Et je rebondis sur la partie justement cybercriminalité, création d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit faire partie de la démarche initiale du créateur, du porteur de projet, d'anticiper et de sécuriser ces flux. L'auditeur légal et le commissaire aux comptes est là pour éviter la fraude légale en elle-même. Et la cybercriminalité reste aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, plus importante en matière financière que ce que l'est le trafic de stupéfiants, tous stupéfiants confondus. Et je demandais peut-être à Christelle, qui est ici, Fourquet, de nous faire une petite présentation brève mais rapide de ce qu'on voit en cybercriminalité dans la région. La cybercriminalité ne cesse d'augmenter et les cybercriminels ne cessent de muter. La menace est permanente, insidieuse et invisible. Nous l'avons constaté, le sujet est présent quotidiennement dans l'actualité. Atteinte à la protection des données personnelles, déni de service, vol de données, arnaque au président, cheval de Troie, rançon. Les angles d'attaque ne manquent pas pour les cybercriminels qui usent de moyens de plus en plus sophistiqués. Au-delà de ce que l'on peut dire, de ce qu'on peut lire dans la presse, nous l'avons nous-mêmes constaté chez nos clients qui ont été cibles d'attaques complexes et à très fort impact. Difficultés de continuité d'exploitation, réputation, etc. C'est pourquoi s'est imposé à nous l'intérêt de mettre en place un observatoire de vigilance sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques, avec des partenaires comme le CLUSIR PACA, le CLUSIR étant le club de sécurité des systèmes d'information régionales, et les banques, et bien d'autres partenaires qui nous rejoindront très rapidement.
Merci. Alors on va parler un peu création d'entreprise puisque c'est aussi un des sujets importants. Tu rappelais les chiffres tout à l'heure, Mohamed. Bon, c'est vrai que l'année dernière, on a vu quand même qu'il y avait une grosse disparité entre la baisse des créations de micro-entreprises et d'auto-entrepreneurs due à l'évolution du statut, si on peut dire le statut de l'auto-entrepreneur. Par contre, il y a quand même eu encore des créations d'entreprises, j'allais dire normales, statut classique, on va dire. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense au niveau des plateformes d'initiatives locales? Et là, on a l'agent GRDF qui travaille sur ces questions, puisque Joël, vous êtes, je crois, aussi partie prenante dans la plateforme de la métropole maintenant. Premier niveau, concernant l'emploi, GRDF a une implication forte dans un emploi que j'appellerais un emploi social au sein de l'entreprise elle-même, et avec une action concrète, c'est que sur l'année dernière, et ça avait commencé en 2014, mais 2014-2015, on a pris dans l'entreprise 18 personnes qui étaient un peu laissées pour compte socialement au chômage et puis qui avaient des soucis qui étaient au RSA. Ces personnes, on les a aidées à reprendre un niveau scolaire, et suite à ce niveau scolaire, on les a intégrées en alternance au sein de GRDF pour qu'elles travaillent donc au niveau des services techniques. Donc, quand je dis services techniques, chez nous, c'est dans les fouilles. Et donc, elles ont passé un BTS en alternance. Donc, il y avait eu un bac pro, remise à niveau d'un bac pro et l'alternance. Et ces 18 personnes, pour un peu modifier les habitudes un peu masculines de l'entreprise, c'était des femmes. Donc, la grosse action de GRDF au niveau de l'emploi qui a été faite entre 2014 et 2015 et que nous continuons aujourd'hui, c'est justement de féminiser les emplois techniques en apportant un peu notre aide justement à des personnes qui se retrouvent aujourd'hui au chômage. À côté de ça, et c'est ce dont tu faisais référence, à quoi tu faisais référence, nous sommes partenaires d'associations, une association qui aide à la création d'emplois qui s'appelle Initiative Marseille Métropole, qui dépend donc d'Initiative France, dont le président est Louis Schweitzer, et dans cette association, nous aidons par des prix sur l'honneur donc les jeunes créateurs d'entreprises. Sur la métropole marseillaise, il y a eu plus de 460 créations d'emplois sur l'année 2015. On n'est pas loin des 500 emplois créés. S'il y avait des entreprises qui créaient aujourd'hui 500 emplois par an sur la région, ça nous ferait du bien. Donc cette association aide à l'emploi. Alors, il n'y a pas que le financement, ça, les banquiers savent le faire et mieux que nous. L'intérêt de cette association, c'est d'aider avec un prêt sur l'honneur, et surtout d'accompagner avec des parrains. Des parrains, des marraines, qui sont donc des anciens chefs d'entreprise, plutôt jeunes retraités, pas par l'âge, mais par la retraite, parce qu'ils sont encore donc dynamiques et dans l'activité, et ces personnes accompagnent donc les créateurs d'emplois. Pas faire trop long, mais donc les gens que nous aidons sur les pratiquement 500 personnes, 60% étaient au chômage, lorsque nous avons aidé, et 40% étaient des femmes. Moyenne d'âge, elle est souvent vers 50 ans. Et la pérennité de ces entreprises est à 87% à 3 ans. J'espère que ça sera même à 5 ans. Ça répond à peu près à la question. Oui, simplement, peut-être les secteurs d'activité, on évoquait tout à l'heure les secteurs phares de la région. Est-ce que, par exemple, sur ces derniers mois, vous avez vu sur le territoire de la métropole des activités particulières sur lesquelles il y avait des créations d'entreprises? Non, réellement, aujourd'hui, les créateurs d'entreprises que nous aidons, donc en dehors de GRDF, bien sûr, je te disais, on voit qu'on trouve énormément dans la restauration, dans la création de commerce, des gens qui essaient justement, suite à une période de chômage, de s'en sortir tout seul. Ce qui me paraît important, c'est que justement ce petit commerce qu'on sentait un peu fragile, c'est ce taux de pérennité dont je te parlais, parce qu'il y a un accompagnement. Je crois que dans la création d'entreprise, et après je terminerai, la grande difficulté de ce que j'ai pu entendre, c'est la notion, bien sûr, d'information et de connaissances comptables, entre autres, et de tout ce qui touche à l'accompagnement de la gestion d'une entreprise, mais il y a aussi la notion de solitude. Merci. Oui, Mohamed? Oui, je pense qu'on vient, la profession vient en complément de tout ce qui se fait en matière de création. Et notre souhait, c'est de renforcer, je
dirais, la viabilité des projets. Et le fait d'être accompagné par l'expert comptable, alors c'est vrai qu'on nous a reproché un coût. C'est surtout ça. Souvent, on ne venait pas voir l'expert comptable en disant l'expert comptable est cher, donc on va aller là où c'est gratuit. C'est pour ça qu'on est parti sur cette gratuité, pour que d'entrée de jeu, ils aient, que le porteur de projet ait les mêmes chances que n'importe qui est accompagné par l'expert comptable. Et donc fiabiliser et rendre ces entreprises beaucoup plus fiables que par le passé. Donc c'est un peu l'objectif qu'on s'est assigné. On a mis les moyens. C'est-à-dire, je souhaite, en tout cas dans la région, que les 2000 experts comptables soient partie prenante. Ça fait des heures de gratuité, donc c'est pris sur la marge des cabinets. Au niveau national, c'est les 20 000 experts comptables qui s'engagent. Et là, on vient renforcer en tout cas tous les dispositifs qui existent et qu'on fait savoir systématiquement, d'ailleurs, quand on reçoit un créateur. Par rapport au BTP, je voudrais revenir sur le BTP. Si l'on regarde la région Marseille Métropole, ce qu'on appelle la région Marseille Métropole, et si l'on regarde Montpellier, Rhône-Alpes, on a énormément de retard dans toutes les infrastructures. Dans toutes les infrastructures. Donc il y a un potentiel de remise à niveau qui est énorme dans cette région. Pourquoi on n'y arrive pas? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait faire un appel aux politiques pour qu'ils arrivent à s'y entendre, à s'entendre là-dedans, parce que nos entreprises et nos clients, ne serait-ce que la remise à niveau des transports, du BTP, des infrastructures, des administrations et tout le reste, ça donnerait un essor, mais je dirais colossal à notre secteur du BTP. Et quand le BTP va bien, on le dit toujours, l'économie va bien, mais c'est en partie vrai, puisque c'est énormément d'emplois. Et le danger, si l'on continue, alors là c'est de la politique, je dirais, économique, mais quand même, tout de même, il faut quand même qu'on soit un peu plus, un peu optimiste, et mais en même temps, je veux dire, qu'on se projette vers l'avenir. C'est que si on continue à traîner, à laisser mourir tout doucement nos petites entreprises de BTP, le jour où ça va démarrer, qui va en profiter? Ben, nos amis de la CE, roumains, portugais, qui sont déjà là d'ailleurs, hein, et autres, qui eux arrivent avec des coûts et des modes de financement, y compris dans leur propre pays, qui n'ont rien à voir à ce qu'on fait. Donc les politiques, je veux dire, il y a un appel important aux politiques pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord et qu'on arrive à faire cette métropole, parce que si la métropole fonctionne, et si le transport fonctionne, si les infrastructures se développent, la mobilité sociale sera là et l'investissement suivra. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un gros problème. Hein. Je le dis à toutes les réunions, mais quand vous habitez la Plaine-sur-Yonne, vous allez travailler de l'autre côté à Vitrolles et autres, allez-y en voiture, vous verrez aujourd'hui ce qui se passe. Entre autres. Voilà, de la philosophie, mais c'est nécessaire.